À la une de l'actualité de ce deuxième jour de l'an, flashback 2020 dans le secteur de l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur les 12 derniers mois? Nous allons y revenir en détail dans ce journal. De Diego Maradona à Manu Dibango en passant par Soumaïla Cissé à Moustapha Thiombiano, 2020 a été particulièrement fatal pour des personnalités mondiales de tous bords, politique, sport et culture, de grandes figures mondiales qui ont fait le voyage du non-retour en 2020. On en parle également dans cette édition. Courageuse, combative et ambitieuse, c'est en ces termes qu'on peut la qualifier. Nemata Sekda, la soudeuse qui veut mettre fin aux préjugés qui estiment que la femme n'a pas sa place dans certains métiers. Son portrait à suivre dans quelques instants. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. En cette période de fête de fin d'année de célébration de Nouvel An, elle joue la carte de l'autonomisation. Nemata se refuse l'éternel assistanat des hommes en ces périodes. L'attitude de cette jeune fille se matérialise par sa combativité et son abnégation au travail. Nemata Sekda veut exceller dans un domaine d'activité très masculin. Il s'agit de la soudure et à travers son professionnalisme, elle veut prouver qu'aucun métier n'est prédestiné aux femmes. Actuellement employée dans un atelier de soudure, son rêve, c'est d'ouvrir sa propre boîte. Nemata, la soudeuse aux grandes ambitions, un portrait signé Justin Amonto. Sur le toit de Soutangar, Nemata Segeda ne se laisse pas distraire. Âgée d'une vingtaine d'années, sourire aux lèvres, cette jeune soudeuse, après quelques années de formation, est aujourd'hui dans la phase pratique de son métier, réputé masculin au Burkina Faso. On est dans ce sentier pour faire un hangar pour les véhicules. On a presque la finition. On est en train de faire l'attelage en haut là-bas. Et vraiment, je compte vraiment qu'un jour, je prends ce sentier, moi, sur le présentant, en tant qu'une fille. Originaire du centre-Est, Nemata a un niveau d'études de CM2. Elle possède aujourd'hui un certificat et un brevet de qualification professionnelle. Déterminée, Nemata rêve d'avoir son propre chantier un jour. Mais pour l'heure, elle reste focus sur ce chantier de son boss. Je suis contente de faire ce travail parce que je me dis tout le temps pourquoi les garçons aiment faire ce métier et pourquoi pas les filles. C'est pour cela que j'ai choisi de faire ce métier. Je suis contente de ce que je fais. Je compte m'installer pour moi-même, mon propre atelier. Ambitieuse et déterminée, son ardeur au travail est appréciée par ses supérieurs. Elle se débrouille pas mal et je suis satisfait de son travail. Elle est très déterminée et très engagée dans ce qu'elle fait. Avec elle, il n'y a aucun problème sur le plan travail. Ce qui m'a plu chez elle, c'est son histoire qu'elle a racontée. Elle a fait la formation dans 2 écoles. Maintenant, elle est venue au niveau de la soudure maintenant pour faire la pratique maintenant. En 2021, Nemata aura fini sa pratique. Son vœu le plus cher serait d'avoir un financement pour avoir son propre atelier. Elle espère être un exemple pour ces millions de filles burkinabées dont la scolarité s'est écourtée et qui désespérément s'adonnent à certains vices dans leur quête de gains faciles en cette période des fêtes de fin d'année. Nemata, elle, assure son autonomie financière à travers son métier. Les derniers chiffres de la COVID-19 au Burkina Faso, 121 nouveaux cas sont enregistrés et désormais, le pays compte 1591 cas actifs. Pas de nouveaux décès et 52 nouvelles personnes sont déclarées guéries. La COVID-19 est incontestablement le fait le plus marquant de l'année 2020. La pandémie n'a épargné aucun secteur. L'économie burkinabé a pris un sérieux coup. Fermeture de frontières terrestres et aériennes, arrêt des activités commerciales, suspension des activités de nuit, entre autres. L'exécutif a tenté la résilience avec l'annonce d'un plan de relance. Outre le coronavirus, quels sont les autres faits qui ont marqué l'année écoulée? La rétrospective dans le secteur de l'économie, c'est avec Rémi Lambert-Nébier.
L'année 2020 a été celle durant laquelle on a le plus craint un effondrement de l'économie. La crise était sanitaire, mais ses répercussions étaient beaucoup plus économiques. Déjà éprouvée par une situation sécuritaire qui plombe sa relance depuis 5 ans, l'économie burkinabé a été en ballottage défavorable tout au long de l'année. Le secteur informel, qui regroupe la grande majorité des acteurs économiques, a payé de lourds tributs dus au confinement. Fermeture des marchés, fermeture des frontières terrestres et aériennes, point mort des activités dans le secteur du transport, ralentissement dans les restos et maquis, effondrement de l'activité hôtelière et touristique. La conjoncture économique s'est faite sentir dans tous les secteurs d'activité. La croissance annoncée dynamique en 2020 avec un taux espéré de 6,3% a été ramené à 2%. Un chiffre qui illustre avec force détail la santé économique du pays en 2020. Face à ce contexte national difficile, accentué par un contexte mondial moins reluisant, l'État burkinabé prendra le taureau par les cornes. Un plan de relance des entreprises en difficulté d'un montant de 100 milliards de francs CFA assorti de mesures fiscales sera décrété par le chef de l'État. Avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie, les différentes mesures économiques prises seront soutenues par le secteur bancaire, resté entre attentisme et prudence depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars. Outre les banques qui ont fait preuve de solidité, le secteur minier aura soutenu l'économie burkinabé durant l'année 2020 à la hauteur de ses espérances. La hausse du coût de l'or et le maintien de la production pendant le confinement a permis à l'État de disposer d'une partie de ses recettes sûres. Mais les investissements privés à la base de l'éclosion industrielle ont été gelés par la situation de double crise. Néanmoins, on note l'inauguration d'une usine d'égrenage de coton biologique en janvier 2020 et celle de l'usine de production et d'assemblage de panneaux solaires au mois de septembre, soit un investissement total de plus de 7 milliards de francs CFA. Déjà classé en 2019 5e pays du continent où l'impôt est le mieux collecté, l'État a amélioré ses recettes fiscales en 2020 par l'application de l'IUTS, indexée aux primes et indemnités des salariés de la fonction publique. La mesure, entrée en vigueur en février, va provoquer le courroux des syndicats. La bataille, annoncée comme inévitable, aura un médiateur inattendu, la Covid-19. La survenue de la pandémie calmera les ardeurs des deux camps. Même si la partie syndicale estime que la fronde est latente, c'est le gouvernement qui se frotte actuellement les mains pour avoir arrondi sa recette annuelle d'au moins 130 milliards de francs CFA. En mi-juin, le pôle économique du tribunal de grande instance de Ouaga 1 fera le point sur les dossiers de crimes économiques. Cette sortie médiatique du procureur du Faso est intervenue une semaine après l'éclatement d'un des grands scandales de l'année. L'affaire dite 70 millions de francs CFA pour abandonner les poursuites judiciaires contre le maire de Ouagadougou, affaire dans laquelle des magistrats ont été mis en cause. Le procureur Aruna Yuda fera le point sur 5 dossiers de crimes économiques et a annoncé des mises en examen et des mandats de dépôt de certains accusés. L'économie réelle dans les pays en voie de développement se jauge à la taille des greniers de ces paysans. Au regard de la relative bonne pluviométrie enregistrée, le secteur agricole pourrait se montrer résilient. Mais en attendant un bilan chiffré des départements en charge du secteur rural, les effets néfastes de la double crise sanitaire et sécuritaire sur la production ne sont pas à écarter. Somme toute, l'économie burkinabé a fait preuve d'une certaine résilience face à la conjoncture économique mondiale. 2021 sera-t-elle ou ne sera pas l'année de relance? Les alertes d'un passage au vert sont attendues avec beaucoup d'espoir. L'espoir qui s'est estompé à jamais pour plusieurs personnalités en 2020, une année particulièrement fatale pour des têtes de proue dans divers domaines dans le monde. Les uns font partie des nombreuses victimes du coronavirus, les autres décédés d'autres maladies. Mais toujours est-il qu'il s'agisse de grandes pertes pour l'humanité. Retour ce soir sur les grandes figures de la vie politique, sportive et culturelle qui nous ont quittés durant l'année écoulée. C'est avec Archimède Boy.
Au nombre des personnalités décédées cette année 2020 figurent des hommes politiques, des anciens chefs d'État, des sportifs et des artistes musiciens. Dans le monde politique, 25 février 2020, Hosni Moubarak n'est plus. Président de la République d'Égypte du 14 octobre 1981 au 11 février 2011. Il est poussé à la démission lors de la révolution égyptienne de 2011. 8 juin 2020, Pierre Nkurunziza, président du Burundi de 2005 à 2020. 8 juillet 2020, Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre ivoirien. Il meurt des suites d'un arrêt cardio-respiratoire alors qu'il était le candidat désigné du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. 10 novembre 2020, Amadou Toumani Touré Diatété, chef de l'État malien de 1991 à 1992. 12 novembre 2020, John Jerry Rawlings, chef de l'État ghanéen en 1979, puis de 1981 à 2001. Âgé de 73 ans, il meurt des suites de la COVID-19. 24 novembre 2020, Mamadou Tandja, président de la République du Niger, de novembre 1999 à février 2010. 2 décembre 2020, Valéry Giscard d'Estaing, dit VGE, président de la République française du 27 mai 1974 au 21 mai 1981. 17 décembre 2020, Pierre Buyoya, ancien président burundais de 1987 à 1993, puis de 1996 à 2003. Il meurt à l'âge de 71 ans des suites de la COVID-19. 25 décembre 2020, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. Il meurt à Paris des suites de la COVID-19. Dans le monde du sport, 26 janvier 2020, Kobe Bryant, joueur américain de basketball, quintuple champion NBA, il est l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière. 31 mars 2020, Pape Diouf, journaliste sportif, puis agent de joueur, il est le président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. À 68 ans, il décède au Sénégal après avoir contracté la COVID-19. 25 novembre 2020, Diego Maradona, joueur prodige des années 1980, artisan de la victoire de l'équipe d'Argentine à la Coupe du Monde 1986 au Mexique. 14 décembre 2020, Gérard Houllier, entraîneur français de football. Il a notamment entraîné Liverpool de 1998 à 2004, l'Olympique lyonnais de 2005 à 2007 et il fut sélectionneur de l'équipe de France et directeur technique national à la Fédération française de football. Dans le monde de la culture, 19 mars 2020, Orlus Mabélé, le roi du soukous et de la sape. En 25 années de carrière, le chanteur congolais aura vendu 10 millions de disques avec des tubes ayant fait vibrer tout le continent, comme Femme ivoirienne, Betty ou Africa Mousso. Déjà victime d'un AVC qui avait fragilisé son état de santé, il a été emporté par le coronavirus à l'âge de 67 ans. 6 avril 2020, Mustapha Labli Tiombiano. Il est l'un des précurseurs des premières radios libres d'Afrique. 24 mars 2020, Manu Dibango, saxophoniste et chanteur camerounais de world jazz. L'artiste s'en est allé 6 jours après avoir été hospitalisé des suites de la COVID-19. « 22 mai 2020, Mori Kanté, chanteur et musicien guinéen. Il est principalement connu pour son tube Yeke Yeke, sorti en 1988. Toutes ces personnalités ne sont plus certes, mais leurs noms et leurs histoires resteront à jamais gravés dans le marbre du globe terrestre. Lui aussi, son nom restera gravé dans l'histoire. Il fait partie des personnalités politiques qui ont passé l'arme à gauche en 2020.
Soumaïla Cissé, l'ex-otage des terroristes et opposant malien décédé le 25 décembre dernier en France, a été inhumé hier 1er janvier à Bamako. Une cérémonie funéraire à laquelle ont pris part de nombreux amis, parents et personnalités politiques venus de partout pour rendre un dernier hommage à l'homme. Roméo Keita. Le cercueil de Soumaïla Cissé, recouvert du drapeau national. Tour à tour, personnalités maliennes, amis et proches s'inclinent devant la dépouille, formulent des prières et des bénédictions. De nombreux hommes politiques sont présents, ainsi que des membres du gouvernement, représentés par le Premier ministre, Moktawal. Ses anciens collaborateurs retiennent de lui l'image d'un patriote. Je garde le souvenir du frère, du patriote, du grand serviteur de l'État, de l'homme d'État. Tu t'es vraiment éclipsé discrètement, sans déranger personne. Mais à la surprise générale, 5 jours seulement, après avoir soufflé les 71 bougies. Comme s'il était revenu pour faire ses adieux, Soumaïla Cissé est décédé seulement 2 mois et 13 jours après avoir été libéré par les terroristes. Un coup dur pour sa famille, passé par toutes les émotions en quelques semaines. Papa, je me rappelle encore qu'à ta libération en octobre dernier, lors de ton premier coup de fil à maman, qui te demandait Soumaïla, Ibemi, tu es où? Tu l'as répondu, je suis à Fanatien. Et ce même soir du 8 octobre, à ta descente d'avion, tu t'adressais à ton neveu Wali, en lui disant Wali, joyeux anniversaire. Tu aurais dû venir avec moi fêter dans le désert. En fait, tu taquinais les membres de l'URD en leur disant que s'ils sont intéressés, tu pouvais leur donner l'adresse pour des congés dans le Grand Sahara. Si longs mois passés entre les mains des terroristes, Soumaïla Cissé savait certainement beaucoup de choses. Mais il s'est éteint avec ses secrets. Une énorme perte, selon certains hommes politiques maliens. La première situation, c'est l'enlèvement de Soumaïla Cissé. Une situation qui mérite encore d'être comprise, d'être expliquée. Qui mieux que Soumaïla pouvait l'expliquer? Personne d'autre. Le reste ne peut être que témoignage. Chef de file de l'opposition malienne depuis une dizaine d'années, sa disparition soudaine redistribue les cartes sur le champ politique, alors que certains estimaient qu'il avait un boulevard devant lui pour enfin siéger au palais de Koulouba, après la chute de son grand rival, Ibrahim Boubacar Keïta. Mais la Covid-19 aura décidé autrement. La Covid-19, encore elle, qui continue de faire ravage. Heureusement qu'en face, il y a toute une armée de soldats qui ripostent, de véritables héros. Il s'agit des médecins, des infirmiers, bref, de personnel soignant et tous ces agents qui interviennent dans le domaine sanitaire en général. Ces travailleurs qui auront donné de leur vie parfois pour sauver celle d'autrui, et ce depuis des années. Au Burkina Faso, leurs efforts et sacrifices sont reconnus par la nation. Stéphanie Hien a été témoin de la cérémonie. Voici pour vous son reportage. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de l'État. Comme Lydia Saloukou, 114 autres acteurs de la santé ont vu leur mérite reconnu à cette cérémonie de décoration. En 30 ans de service, elle est élevée au rang de chevalier de l'ordre de l'Étalon pour son abnégation au travail. Fière, elle s'engage à toujours donner le meilleur d'elle-même pour le bien de la population. La satisfaction, c'est vraiment de pouvoir soutenir d'autres personnes, de pouvoir donner son temps, de l'argent, mais aussi le cœur pour aider d'autres qui sont dans le besoin. Engagée à 100%, je veux dire, j'aime ce que je fais, j'aime mon pays et donc je veux dire que ça va toujours continuer jusqu'à ce que je sois à la retraite. L'année 2020 a été éprouvante pour le secteur de la santé du fait de la crise sanitaire. Les récipiendaires s'estiment alors heureux pour cette reconnaissance. C'est un sentiment de joie
et un sentiment de reconnaissance à Dieu, à toute la nation entière, à toute ma famille, mais également à tous les malades, ceux à qui je dédie cette médaille. Au-delà de ma propre personne, c'est toute l'équipe de la CAMEC qui est reconnue à travers les efforts consentis tous les jours pour que la dernière personne de la population ait accès aux soins de qualité à travers les médicaments que nous rendons disponibles. Ce fut également l'occasion pour Claudine Lougué, ministre de la Santé, de féliciter et d'encourager tous les acteurs. Cette distinction, comme vous le savez, vient témoigner la reconnaissance de la nation toute entière aux acteurs qui se sont particulièrement illustrés dans l'accomplissement de leur mission par leur investissement personnel et professionnel. Les décorations de 2020 du ministère de la Santé touchent les travailleurs de la santé et les partenaires techniques et financiers dont l'ardeur et l'abnégation ont milité en faveur de leur nomination. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour féliciter tous les travailleurs et les partenaires techniques et financiers qui, par leur dévouement et ardeur au travail, méritent toute l'attention de la nation burkinabé en ce moment. Pour l'année 2020, 100 récipiendaires ont été décorés dans l'Agraf Santé, 10 dans l'ordre du mérite burkinabé et 5 dans l'ordre de l'étalon, soit un total de 115 récipiendaires. Au ministère des Mines et des Carrières, ils sont plutôt une vingtaine de récipiendaires, des agents qui se sont particulièrement illustrés par l'ardeur au travail. Alors, avant d'entamer la nouvelle année, les plus hautes autorités du pays ont voulu leur exprimer toute la gratitude de la nation burkinabé. Madina Sionou. 11 années de service à la brigade antifraude de l'or, reconnue ici par le ministère des Mines et des Carrières. Ousmane Barbari est élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie avec Agraf Mines et Carrières. Pour cet économiste, après cette distinction, il entend doubler d'ardeur au travail. Beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'envie de faire encore pour que d'ici à 5 ans, dans 4 ans, que je puisse être élevé au rang de l'ordre national. 20 personnes au total, dont 2 morales, ont été distinguées par le département de Oumarou Idani pour la somme de leurs services rendus à la nation. C'est vu des efforts fournis qu'on m'a décoré et je pense mieux faire. Et vraiment, je suis heureuse et contente d'être distinguée parmi tant d'autres agents de la DRH. Cette cérémonie de décoration est couplée à la présentation de vœux 2021 au ministre Idani. Occasion pour le personnel du ministère d'égrener un chapelet de doléances pour la nouvelle année. Entre autres, l'opérationnalisation du plan de formation du ministère et la construction d'un immeuble des mines. Les doléances essentielles avaient déjà été annoncées l'année dernière et ces doléances-là ont été globalement mises en œuvre. Et il s'agissait principalement des doléances relatives à l'organisation de concours professionnels pour le ministère des Mines et des Carrières et des doléances liées à la motivation du personnel. Et toutes ces doléances-là ont été accomplies, des doléances liées à l'équipement du ministère. Et bien sûr, ça, ce n'est jamais suffisant. Donc, nous avons fait le maximum et nous nous battrons pour les périodes à venir à acquérir davantage de moyens pour que le ministère soit suffisamment équipé pour travailler dans la performance et dans l'excellence. 15 agents du ministère des Mines et des Carrières ont été admis à la retraite. Ils quittent certes le ministère, mais disent être à la disposition de ce département pour d'éventuels conseils à la jeune génération. Au ministère de l'eau, il est plutôt question de faire le bilan de la mise en œuvre du volet eau du Plan national de développement économique et social sur la période 2016-2020. En 4 années de mise en œuvre, de nombreuses actions ont été menées sur le territoire national. Les résultats sont jugés satisfaisants par le ministre Nyuga Ambroise Ouedraogo. Arsène Konditamde pour plus de précisions. Un conseil d'administration pour faire le bilan de la mise en œuvre du volet eau et assainissement du Plan national de développement économique et social sur la période 2016-2020. En 4 années, de nombreuses actions ont été menées sur le territoire national.
Les résultats engrangés par le département sont jugés satisfaisants par le ministre Ambroise Niougaoui-Draogo. Le nombre de villages n'ayant pas d'accès à un point d'eau potable a fortement diminué, passant de 360 à 69 en 2019. En matière d'assainissement des eaux usées et excrétables, le taux d'accès national d'assainissement familial est passé de 18% en 2015 à 23,6% en 2019. Le nombre de villages ayant mis fin à la défécation à l'air libre est passé de 18 villages à 354 villages en 2020. Un bilan entériné par les collectivités territoriales et les organisations de la société civile. De manière spécifique, la commune de Koudougou a pu bénéficier de nombreux forages, d'adduction d'eau potable, d'aménagement hydraulique et une station de traitement de boue et de vidange en perspective. Il y a eu un effort particulier au niveau du PNDS. 3 millions de Burkinabés supplémentaires qui ont eu accès durant cette période de PNDS, on peut s'en réjouir. Au niveau de l'assainissement, c'est la même chose. C'est là où les taux étaient vraiment très bas. Mais on a constaté une évolution. L'initiative Zéro corvée d'eau dans l'accès à l'eau potable lancée par le chef de l'État n'est pas encore une réalité dans certaines localités. Les actions vont se poursuivre selon le ministre afin d'atteindre cet objectif. Zéro corvée d'eau, c'est un objectif. Et il va continuer. Le chef de l'État vient d'être élu. Je pense qu'il ne manquera pas de dire qu'il s'engage à continuer effectivement de poursuivre les investissements dans un objectif futur, dans une vision. C'est plus une vision, un objectif concret de zéro corvée d'eau. En 2021, le ministère envisage des réaménagements de son programme dans le souci de satisfaire les besoins en eau des populations. On peut entre autres citer la réalisation de 36 études de construction et de réhabilitation de barrages et la construction d'environ 64 000 latrines familiales. Dans le domaine de l'éducation, l'actualité, c'est plutôt la capitalisation des acquis des plaidoyers pour une éducation inclusive. Le fait marquant ici, vous allez le voir, dans toutes les écoles où les groupes de plaidoyer interviennent, les indicateurs y sont réluisants. Mamounata Kabouri. Réunis dans cette salle à Kaya, ces hommes et femmes, membres des groupes de plaidoyer pour l'accès et l'inclusion de l'éducation des communes de Mani, Bogandé et Thion, dans la province de l'Ayanyan, font le point de la mise en œuvre de leur plan de plaidoyer. Des acquis, il y en a eu, et le bilan des actions du groupe de plaidoyer de la commune de Thion le montre à souhait. Par exemple, pour cette année scolaire, il y a eu 26 élèves qui ont été retirés en début d'année. Et récemment, il y a 14 plus 12, ça fait 26 également qui se sont ajoutés. Ça fait 56 élèves au total que je peux signaler. À des endroits où on ne pouvait pas réunir une trentaine d'élèves. Et de nos jours, là, quand même, ces écoles arrivent à s'approcher de la cinquantaine et même de franchir la barre des 50 élèves par classe. Que ce soit à Thion, à Mani ou à Bogandé, partout dans les 26 écoles d'intervention de ces groupes de plaidoyer, le taux de promotion avoisine les 80%. Du coup, finit les classes en sous-effectif à la grande satisfaction de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. En termes d'acquis, nous pouvons en tout cas nous satisfaire de l'action que ces groupes de plaidoyer ont menée dans le cadre du PIGEC parce qu'ils ont eu des plaidoyers en direction des différentes mairies, que ce soit à Thion, Mani et Bogandé. Et donc, ça a permis aujourd'hui de faire comprendre à beaucoup de conseils municipaux que l'éducation est le socle du développement et que si une commune veut être émergente, il est important qu'elle puisse investir davantage dans son secteur de l'éducation. Et donc, ces plaidoyers ont permis d'avoir un accroissement de la part du budget alloué à l'éducation dans les différentes communes. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus une bien meilleure implication des acteurs, en tout cas des différentes sensibilités sur chaque commune dans la tenue des sessions des conseils municipaux. Si les signaux sont au vert, c'est en partie grâce au financement de l'ambassade royale du Danemark et de l'ONG Oxfam qui, elle aussi, lutte pour que cessent les inégalités en termes d'accès à l'éducation.
Justement, Oxfam travaille avec la Coalition nationale pour l'éducation, qui est une ONG locale nationale qui a une forte capacité d'influence et qui fait beaucoup pour booster les indicateurs de scolarisation au Burkina Faso. Donc, au regard de son expérience avérée dans le domaine de l'éducation, c'est tout naturellement que Oxfam s'appuie sur elle afin justement de jouer sa partition. Cet atelier, tenu pour faire le point de la mise en œuvre des plans de plaidoyer dans les 3 communes de la Yanyan, vise surtout la capitalisation de ces acquis pour la mise en œuvre des actions à venir. À noter que cette intervention des différents groupes de plaidoyer entre dans le cadre du programme intégré gouvernance, éducation et citoyenneté, PIGEC 2, phase 2, qui s'exécute dans la Yanyan depuis 2018. Voilà qui met fin à cette édition, fin de la toute première semaine de présentation de la nouvelle année faite avec plaisir. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité depuis Saint-Koura dans le Pony. À bientôt pour d'autres actualités. Bonsoir.